En fait, je vais vous faire deux exposés un peu différents, bien sûr, qui seront reliés l'un à l'autre. Le premier où je vais peut-être un peu vous déstabiliser, parce que je vais critiquer précisément les notions de temps, de distance, d'éloignement avec lesquelles on a l'habitude de raisonner. Et dans lequel tout ça pour exprimer finalement ce que nous dit la théorie de la relativité générale. Donc qui nous dit que, en un mot, le temps n'existe pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, le temps n'existe pas? Je vais essayer de vous expliquer ça en une petite heure. Et bien sûr, si le temps n'existe pas, malgré tout, on l'utilise dans la vie courante, on l'utilise en biologie, on l'utilise en géophysique, on l'utilise dans toutes les disciplines. Donc j'essaierai de vous montrer aussi au nom de quoi et dans quelles circonstances on a le droit d'utiliser quand même cette notion de temps. Et puis de quelle manière justement on a le droit d'utiliser en cosmologie une notion qui n'est pas tout à fait celle de temps mais qui ressemble. Et puis dans la deuxième partie, donc, je vais faire quelque chose de plus classique qui est la cosmologie et d'essayer de présenter d'une manière synthétique, sans rentrer trop dans les finesses, ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang et qui sont précisément nos modèles cosmologiques actuels fondés sur cette théorie de la relativité générale. Et bon, c'est une longue histoire, je suppose que vous en connaissez déjà pas mal de choses par les livres, par les articles, les conférences, etc. Mais je vais simplement essayer de vous donner les grands principes et puis de vous montrer comment ça s'articule avec, bien sûr, ce que je vais dire dans la première partie, puisque si je vous dis que le temps n'existe pas et que je vous dis ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années, il va bien falloir que j'explique ce que ça veut dire ces 13 milliards d'années, mais j'espère que ça sera assez clair. Donc comme je vous ai dit, la première partie, je ne parle pas de cosmologie, je vais essayer de réfléchir sur ces notions de temps et de distance. Et en fait, le talk de Guillaume ce matin me donne une très bonne introduction parce qu'il a parlé de la notion d'espèce et il a montré que cette notion finalement n'existait pas réellement dans la nature, n'existait pas réellement dans la biologie, mais qu'on l'avait créée par commodité pour finalement s'y retrouver, pour avoir une classification qui peut-être ne correspond pas à quelque chose de réel, mais qui en tout cas correspond à la manière dont, en tout cas à une certaine époque, disons il y a un siècle ou peut-être davantage, correspond à la manière dont on pouvait appréhender les choses et les classer, et finalement correspond peut-être à la manière dont notre cerveau fonctionne. On peut utiliser le mot de catégorie de fonctionnement de notre cerveau, et c'est vrai que ça, le philosophe Kant l'a déjà dit, quand on réfléchit, on utilise certaines catégories prédéfinies et on essaye de tout faire rentrer dans le moule de ces catégories. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une espèce de grille d'analyse. Et quand on s'intéresse à la réalité, qu'elle soit biologique, astronomique, physique ou n'importe quoi, on essaye de faire rentrer cette réalité, pour autant qu'elle existe, dans nos catégories, ou du moins l'analyser à l'aide de ces catégories qui sont les outils de notre pensée. Et ces catégories, ce sont par exemple l'espace, le temps justement, et la causalité aussi. Mais ce qui se passe, et c'est la même chose que ce qu'on a vu ce matin, puisque ce matin on a vu que cette notion d'espèce qui finalement était tout à fait opérationnelle il y a un siècle ou deux, s'était révélée avec la compréhension qu'on avait des phénomènes. Et justement, avec une compréhension qui a été acquise en regardant ce qui se passe au cours de l'évolution, donc on s'est aperçu que cette notion était un peu périmée. Périmée dans le sens où on a compris que c'était quelque chose que nous avions créé nous-mêmes, que nous avions plaqué sur la réalité par commodité, pour pouvoir parler des choses d'une manière qui corresponde à nos structures de pensée, mais qui n'avait pas d'existence objective. Et ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que les notions de temps et de distance, c'est pareil. C'est quelque chose qui, dans la physique d'il y a 2 siècles, était tout à fait opérationnel, et on pouvait tout à fait analyser les phénomènes, les processus, l'évolution, avec cette notion de temps et cette notion de distance, mais que finalement on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Alors,
c'est finalement une révolution absolument radicale, et je vais vous la présenter comme telle, mais peut-être avant de présenter le côté vraiment radical des choses, vous introduire un peu l'idée pour que vous compreniez que finalement c'est pas si étrange que ça de se débarrasser de la notion de temps. Alors ce dont Guillaume m'a parlé aussi, c'était ce qu'il a appelé une vision synchrone. C'est-à-dire que, alors il a appliqué ça à la biologie, mais on peut l'appliquer à la vie de tous les jours. Et quand on parle en général, on parle de ce qui se passe en ce moment, au moment où je parle. Par exemple, au moment où je parle, vous êtes là, certains d'entre vous prennent des notes, je vois quelqu'un qui marche dehors, je peux imaginer qu'à Paris, les gens que je connais font telle chose ou telle chose, en ce moment, dans le présent. Et finalement, quand on pense au monde terrestre, mais peut-être aussi au monde astronomique, on a tendance à imaginer ce qui se passe dans le présent. Et en fait, on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas tout à fait comme ça, parce que la perception qu'on a des phénomènes passe, en général, par la lumière, ou bien peut-être par les sons, puisqu'on entend des choses, ou par d'autres signaux, mais on sait qu'aucun de ces signaux ne peut se propager plus vite que la lumière. Donc chaque fois qu'on reçoit de l'information sur quelque chose, que ce soit quelque chose qu'on voit, par l'intermédiaire donc de la lumière, ou des rayonnements électromagnétiques, puisque quand on va s'intéresser à l'astronomie, à la cosmologie, on peut faire des observations en ondes radio, en rayons X, en rayons gamma, en infrarouge, en ultraviolet, tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est des rayonnements qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et vous savez bien que si par exemple je regarde le soleil et que j'observe, mettons, une tache solaire ou une éruption solaire avec l'instrument, le télescope adéquat et le dispositif adéquat, eh bien, au moment où j'observe cette éruption solaire, ça n'est pas le moment où l'éruption solaire se déroule. Parce que l'éruption solaire émet de la lumière, cette lumière a mis 8 minutes pour me parvenir, donc j'observe le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. J'utilise là toujours le langage habituel avec le temps comme on en a l'habitude, mais ça fonctionne pour parler de ces choses-là. Et alors le soleil, 8 minutes, c'est déjà pas mal. Mais si je regarde une étoile, je sais que la lumière qui me vient d'une étoile, ça va mettre pour me parvenir 1, 2, 10, 100 années à peu près. 1000 années s'il est encore plus loin, 10 000 années s'il est au bord de la galaxie. Et si je regarde une galaxie lointaine, la lumière met 1 million d'années. Donc l'univers que j'observe en astronomie, c'est pas du tout un univers qui est contemporain. C'est un univers où chaque objet que je puis observer, auquel j'ai accès, sur lequel je peux avoir de l'information, c'est pas du tout un objet qui est contemporain, qui est dans mon présent, qui est vu de manière synchrone, mais vu d'une manière décalée dans le temps. Et donc je vois finalement, je vois pas des objets, je vois des événements. C'est-à-dire quand j'observe le soleil, je ne vois pas le soleil, mais je vois le soleil à un certain instant. Je ne vois pas le soleil à sa naissance, je ne vois pas le soleil à sa mort. Donc je vois des événements, je vois le soleil en train d'émettre de la lumière. Quand je vois une étoile, si je vois par exemple une supernova, c'est-à-dire qu'une étoile qui explose, cette supernova c'est ce qu'on appelle un événement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se déroule à un moment donné, à un instant donné. Et quand j'observe une supernova, ça arrive assez rarement, mais c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, j'observe un événement qui s'est produit 1 année, 2 années, 10 années dans le passé. Et finalement, quand j'observe l'univers, j'observe donc pas le présent, mais j'observe des tranches de l'espace-temps, on va dire, de l'univers, des tranches, des événements qui sont d'autant plus éloignés dans le temps passé qu'ils sont aussi éloignés en distance. Bon, ça c'est un fait, je crois, qui n'est pas très difficile à comprendre, mais plus on observe loin, plus on observe également loin dans le passé. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on n'observe pas dans l'espace, mais on observe dans l'espace-temps. C'est une manière, si vous voulez, d'introduire l'espace-temps. Et qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Alors on a l'habitude de penser à l'espace-temps comme une sorte de cadre, le cadre qu'avait défini Newton comme l'espace et le temps, et l'espace qui évolue avec le temps. Et on a tendance à voir la vie courante comme la vie dans l'espace aujourd'hui, dans l'espace contemporain. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que ce n'est pas du tout comme ça. On observe la réalité, pour autant qu'on puisse dire qu'il y a une réalité, on l'observe donc dans des espaces qui sont de plus en plus reculés au fur et à mesure que l'on effectue des observations lointaines.
Alors, on a l'habitude de représenter, de faire des petits dessins. Et le petit dessin, ben le voilà. Moi, par exemple, dans l'espace-temps, je peux dire que si je veux me définir, c'est un petit peu comme le dessin qu'a montré Guillaume encore ce matin. Il avait montré 3 photos de Michel Simon. Eh bien, ces 3 photos de Michel Simon sont décalées dans le temps, 20 ans, 30 ans et puis 50 ans. Mais si je m'intéresse à Michel Simon ou à n'importe quel personnage, en fait, quand je m'y intéresse d'une manière un petit peu décalée, d'une manière un peu absolue, eh bien, je m'intéresse à toute la vie de ce personnage. Et la vie d'un personnage, la vie de chacun de nous, par exemple, c'est une suite d'événements, depuis la naissance jusqu'à la mort. Une suite continue d'événements. Et cette suite continue d'événements, ben, je vais la représenter par une ligne, comme ça. Et finalement, chaque événement, c'est un point. Si par exemple, ça, c'est une ligne qui représente mon existence, ce que du point de vue de la relativité, je vais appeler ma ligne d'univers, bah, ça commence par un événement qui est ma naissance, et puis il y a des tas d'événements comme ça, qui sont tous mes anniversaires par exemple, à peu près réguliers, jusqu'à un événement final qui est ma disparition. Bon, moi je ne disparais pas, les atomes qui me constituent ne vont pas disparaître, mais on pourrait dire qu'à ce moment-là, les différents atomes, molécules qui me constituent vont se disperser et la cohésion qui fait que j'existe comme un individu, puisqu'on utilise ce mot, disparaît. Mais donc, si vous voulez, je ne peux pas effacer, si, il y a bien quelque chose qui va me permettre d'effacer. Petit chiffon, non. Un Kleenex, bon, merci. Donc vous voyez, il y a une notion qui est très importante et qui représente la réalité physique, enfin on le pense, c'est d'une part la notion d'événement et d'autre part la notion, je pourrais dire, c'est une histoire, je vais appeler ça une histoire, c'est-à-dire l'histoire de ma vie depuis le début de mon existence jusqu'à la fin de mon existence. L'histoire d'une étoile. Une étoile, à un moment donné, ça se forme, ça suit une évolution et puis à un moment, ça disparaît. Le Soleil, il est né il y a 4 milliards et demi d'années, il va disparaître dans 4 milliards et demi d'années à peu près. Donc le Soleil, il a une ligne d'univers. Bon, et puis finalement, quand j'observe un objet, qu'est-ce qui se passe? Quand j'observe un objet, eh bien, il y a de la lumière, enfin j'observe un événement, comme je vous ai dit. Il y a de la lumière qui provient de cet événement et qui m'arrive. Par exemple, si j'observe la mort d'une étoile, ça veut dire, voilà l'étoile mort ici, à la fin de son existence, en explosant. Elle envoie de la lumière. Cette lumière va voyager dans l'espace-temps. Je ne peux pas dire qu'elle voyage dans l'espace, puisqu'elle parcourt des distances, mais dans le temps aussi. Donc elle voyage dans l'espace-temps. Et donc elle va arriver ici, et ici c'est le moment où j'observe cette supernova. Mais vous voyez que cette supernova qui explose ici, par exemple, on est en l'an 2015, hein, si je ne me trompe pas. Bon, par exemple, il y a une supernova qui est située à 15 années-lumière, elle a explosé en l'an 2000. Et donc, la lumière a mis 15 ans pour me parvenir, parce qu'elle est située à 15 années-lumière de moi. Et donc, elle est dans mon passé. Ce que j'observe, autrement dit, c'est dans mon passé. Le présent, ça existe, je pense que ça existe, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance du présent. Et d'un point de vue philosophique, c'est intéressant parce qu'il y a une position philosophique qui s'appelle le présentisme, qui déclare « ce qui existe, c'est le présent. Le passé, c'est passé, ça n'existe plus. Et le futur, ça n'est pas encore arrivé, ça n'existe pas encore. » Mais si vous êtes présentiste, vous pensez que la seule chose qui existe, c'est le présent. Ça veut dire que ce qui existe, ce qui est présent, je ne peux rien en connaître. Parce que si par exemple sur la planète Mars il se passe quelque chose en ce moment, quelque chose de présent, je le saurai quand? Je le saurai quand le rayon lumineux m'arrivera dans 8 minutes, quoi. Autrement dit, si vous êtes présentiste, ça veut dire que rien de ce qui existe, vous ne pouvez en avoir connaissance. Et tout ce dont vous avez connaissance, forcément c'est dans le passé, donc ça n'existe pas. Autrement dit, la position philosophique qu'on appelle le présentisme, elle arrive à la conclusion que rien de ce qui existe, on ne peut en avoir connaissance, et que tout ce dont on a connaissance, ça n'existe pas. C'est un peu paradoxal. C'est un aspect finalement des paradoxes que soulève la relativité, mais finalement, c'est très logique aussi. Ça veut dire que la position présentiste, sans doute, est paradoxale, mais si vous enlevez cette
ce désir de dire ce qui existe c'est le présent, bon, ben, le paradoxe est oublié. Alors, maintenant, notion de durée et de distance. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a une pertinence aussi forte que ce qu'on croit? Alors, un des problèmes de l'astrophysique depuis très longtemps, on pourrait dire même le problème numéro 1 de l'astronomie et de l'astrophysique, c'est de savoir quand on voit une lumière dans le ciel, peut être une galaxie, une nébuleuse, une étoile ou même une planète, eh bien, cette lumière, à quelle distance de nous elle est située? Vous promenez la nuit, vous voyez une lumière. Bon, ben, est-ce que c'est une bougie qui est à 50 mètres? Est-ce que c'est le phare d'une voiture qui est à 1 km? Est-ce que c'est un phare qui est à 10 km? À première vue, c'est pas facile de décider si vous voyez juste une lumière. Donc quand vous voyez un point lumineux dans le ciel, est-ce que c'est une planète qui est à quelques minutes-lumière? Est-ce que c'est une étoile qui est à 1 année-lumière, ou à 10 années-lumière, ou à 100, ou à 1000 années-lumière? Et ça, c'est un problème extrêmement difficile, et les astronomes ont mis très très longtemps, ont mis des siècles, à arriver à trouver une méthode pour mesurer les distances des étoiles. Et donc ils y sont à peu près arrivés, disons, vers le 19e siècle, ils commençaient à avoir une notion assez précise des distances des étoiles, mais ils se trompaient complètement quant aux distances des galaxies. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis au XXe siècle, on a appris à estimer les distances des galaxies elles-mêmes, bon, beaucoup plus loin. Hein, les lumières, les étoiles, ce sont des années, des dizaines, de centaines d'années-lumière. Et les galaxies, c'est des millions d'années-lumière. Et aujourd'hui, on observe des galaxies dont on donne la distance en milliards d'années-lumière. Donc c'est une autre échelle. Mais je vous expliquerai tout à l'heure de quelle manière on est arrivé à tout ceci et puis comment on peut le savoir et quelle précision on a là-dessus. Mais en tout cas, tout ça suppose que la notion de distance est bien définie. En fait, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que la notion de distance, c'est quelque chose qui est assez ambigu. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile à définir. Alors j'ai perdu mon effaceur, il est là. Et je vais prendre l'exemple du Soleil, tout simplement, parce que c'est le plus simple. Alors, moi, encore une fois, voilà ma ligne d'univers. C'est-à-dire la suite des événements continus. Et puis le moment où je vous parle, ben voilà, c'est un événement dans ma ligne d'univers. Et puis le Soleil, il a lui aussi une ligne d'univers. Alors le Soleil, voilà, je dessine sa ligne d'univers comme ça. Et donc, je reçois de la lumière comme ça, du Soleil. Donc je regarde le Soleil, ça veut dire que je reçois en ce moment de la lumière qui vient du Soleil qu'il a émise à un certain moment. Donc dans le passé, ça c'est à peu près 8 minutes. Bien, maintenant je me demande quelle est ma distance au Soleil. Bon, bah, ma distance au Soleil, j'aurais envie de dire, c'est la séparation entre, c'est la distance de la ligne qui va de moi au Soleil. Mais le problème, c'est que le Soleil, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Je n'en sais rien du tout, puisque je l'observe, il est là. Pendant ces 8 minutes, il a pu être beaucoup plus loin. Donc je vois tout de suite que si je définis la distance de moi au Soleil comme la séparation entre le moment où je parle et l'endroit où le Soleil est au moment où je parle, peut-être que j'arrive bien à la définir. On va voir que ce n'est pas si facile de toute façon, mais en tout cas je ne peux pas la connaître, puisque j'ai aucune information sur ce qui va arriver au Soleil dans les 8 minutes qui suivent. Donc, la distance, on a l'impression que ce n'est pas comme ça qu'il faut que je la définisse. Alors je pourrais dire, je vais la définir comme le moment, ce qui sépare le Soleil au moment où je le vois, et puis là où j'étais il y a 8 minutes. Mais d'un autre côté, bon, alors là, c'est peut-être possible, mais ça devient un petit peu plus compliqué, parce que finalement, où est-ce que j'étais il y a 8 minutes, c'est pas le moment où j'observe le Soleil. Donc si je fais une observation, finalement, l'observation, elle est le long de ce truc-là. Et quand je mesure ce truc-là, je ne peux pas mesurer cette longueur, et si je la mesure, je m'aperçois que dans le langage de la relativité, elle vaut 0. Donc ce n'est pas quelque chose qui va me renseigner. Donc vous voyez que si je veux définir la distance, il y a un problème. Et là, je ne parle que du Soleil. Si c'est une galaxie, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, il y a une méthode de distance qu'on connaît pour évaluer les distances, que vous connaissez sans doute, si vous avez fait un peu de navigation, c'est la triangulation.
pour le moment, j'oublie ce problème et je me dis, bon, je vais faire comme si tout ça ne posait aucun problème et j'essaye de mesurer les distances selon les méthodes que je connais. Et la triangulation, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous êtes en bateau, vous avez un phare qui est ici, et puis le bateau est là, vous allez regarder finalement sous quel angle vous voyez le phare, vous allez parcourir une distance que vous connaissez, bon j'oublie tous les problèmes pratiques, vous voyez le phare sous un autre angle, vous mesurez cet angle, cette distance vous pouvez la mesurer aussi, donc vous avez un triangle, vous connaissez un côté, vous connaissez deux angles, et finalement vous pouvez reconstituer cette distance. Ça c'est très pratique parce que vous voyez un objet, ça s'appelle la méthode des parallaxes, vous mesurez une distance là où vous êtes, vous mesurez des angles et vous avez la distance de votre truc comme ça. Et c'est comme ça qu'on a mesuré la distance des premières étoiles. Et c'est pour ça qu'on utilise un terme pour mesurer les distances des étoiles qu'on appelle la parallaxe. Alors comment c'est défini la parallaxe? C'est assez subtil parce que le problème c'est que si on veut une bonne précision pour ce genre de choses, il faut avoir une base comme ça qui est la plus longue possible. La plus grande possible. Bon, sur la Terre, on est limité à quelques milliers de kilomètres. Et on s'est très vite aperçu, déjà des gens comme Tycho Brahe et même Copernic le savaient, que les bases terrestres que l'on a sont beaucoup trop limitées, quelques milliers de kilomètres seulement, pour que l'on puisse s'en servir pour estimer les distances des étoiles, parce qu'elles sont trop loin. Et si on voulait faire quelque chose de pratique pour mesurer les distances des étoiles, il faudrait une base beaucoup plus longue que le millier de kilomètres. A priori, on n'en a pas sur Terre. Et pourtant, si on en a une, et c'est ça qui fait l'astuce des premières observations astronomiques, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, comme vous le savez. J'espère. Donc en été, la Terre est ici, en hiver, la Terre est là, et donc on va utiliser ça comme base. C'est-à-dire on va prendre notre étoile, on va mesurer sous quel angle on voit cette étoile ici, on va mesurer sous quel angle on voit cette étoile là, et puis on se sert de cette distance comme base, je ne me rappelle jamais la valeur, ça va être donc une unité astronomique, deux unités, non ça fait quoi? Ça fait, je ne sais pas combien c'est, l'orbite terrestre, le diamètre de l'orbite terrestre, enfin ça se mesure 300 000 300 millions. 300 millions, je ne sais plus. Bon, enfin, ça dépasse largement les quelques milliers de kilomètres qu'on a sur Terre. Et les étoiles, et on définit finalement une unité de distance qu'on va appeler le parsec. Parsec pour parallaxe seconde d'arc. Eh bien, le parsec, c'est la distance d'une étoile que l'on verrait avec une différence d'angle de 1 seconde d'arc, c'est pas beaucoup 1 seconde d'arc, parce que l'œil est capable de discerner à peu près 100 fois plus, c'est-à-dire 200 secondes à peu près, 3 minutes d'arc. Donc 1 seconde, c'est quelque chose qui est absolument indiscernable à l'œil, mais qui est discernable avec un bon appareil. C'est à peu près la précision limite que l'on peut atteindre sur Terre. Enfin, qu'on pouvait atteindre sur Terre il y a disons quelques dizaines d'années. Et donc une étoile qui est telle qu'avec cette base de parallaxe on la voit avec une différence de 1 seconde d'arc, on va dire qu'elle a une distance de 1 parsec. Et ça, c'est une méthode qui est assez sûre. Vous voyez, c'est basé uniquement sur de la trigonométrie, il n'y a pas vraiment besoin de faire une hypothèse sur ce qu'est l'étoile. Et on s'aperçoit que l'étoile la plus proche de nous, elle est à peu près à 1 parsec. Et 1 parsec, si on veut le convertir, c'est à peu près 3 années-lumière. 3 années-lumière, ça veut dire que la lumière qui nous vient de cette étoile met à peu près 3 années. Donc on a une méthode pour estimer les distances des étoiles les plus proches. Le problème, c'est que quand on applique cette méthode depuis la Terre comme ça, il doit y avoir à peu près une dizaine d'étoiles qui sont suffisamment proches de nous pour qu'on puisse estimer leur distance, quelques années-lumière. Bon, c'est déjà pas mal. Depuis, on a fait mieux. On a lancé des satellites en orbite, notamment un satellite qui s'appelle Hipparcos. Donc le satellite, il permet d'avoir une base beaucoup plus grande. Et comme il opère en dehors de l'atmosphère, il peut faire des mesures d'angle beaucoup plus précises. Et du coup, on a étendu à quelques centaines le nombre d'étoiles pour lesquelles on a une bonne distance. Mais quelques centaines, c'est tout petit à l'échelle de notre galaxie. Et bien sûr, notre galaxie, elle est très petite à l'échelle de l'univers.
Mais enfin, déjà, ça vous donne une idée. Bon, donc c'est difficile de mesurer les distances, mais on y arrive. Déjà, on y arrive pour les plus proches objets, et puis après, on va y arriver par d'autres méthodes, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Mais ça pose quand même un petit problème qui apparaîtra dans la théorie de la relativité générale, parce que, j'anticipe, mais cette théorie va nous dire que l'espace-temps est courbe. Alors regardez ce qui se passe dans un espace-temps courbe. Je vais faire un dessin de parallaxe. Vous avez compris, c'est de la géométrie, c'est de la trigonométrie. Et donc je refais mon petit dessin. Voilà l'observateur qui est ici. C'est moi avec mon télescope. Et puis il y a... On va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire on va dire on observe un objet qui est ici. Parce que c'est une autre manière de mesurer les distances. On peut faire la chose à l'envers. C'est-à-dire si j'observe, alors dans ce cas-là par exemple une galaxie. Une galaxie, elle a une certaine distance. Et puis je prends les deux bords de la galaxie qui envoient deux rayons lumineux. Alors supposons que je connaisse le diamètre de cette galaxie. Ça va être par exemple une galaxie spirale. Bon, je ne vais pas vous raconter comment on connaît les diamètres des galaxies, c'est très compliqué, il y a des grosses incertitudes là-dessus, mais on suppose qu'on connaît le diamètre, ben c'est pareil, on regarde sous quel angle on voit cet objet, un petit angle alpha, et puis la distance ici, c'est juste d égale, normalement il faudrait des sinus, mais comme c'est des petits angles, le sinus il est à peu près égal à l'angle, et puis si j'appelle ça petit d. Hein, c'est de la pure trigonométrie, c'est très simple, il n'y a pas plus simple. Donc la distance d'une étoile qui a une dimension petit d et que je vois sous un angle alpha, c'est grand D. Et a priori, je peux utiliser ça aussi loin que je veux. Le problème, c'est que quand on est dans l'espace-temps courbe, ben, ce n'est pas tout à fait ce dessin qu'il faut faire. Imaginez par exemple qu'on soit sur la surface de la Terre, c'est-à-dire sur la surface d'une sphère, et puis voilà, je suis ici, l'observateur, et puis je regarde un objet qui a une distance fixe. Bon, je le vois sous un certain angle. Bien sûr, si je recule l'objet un peu plus loin, l'angle diminue. Bon, c'est D sur alpha, d'accord ? D'accord ? Donc plus l'objet est loin, plus je le vois sous un angle petit. Et puis je recule encore l'objet, je le vois sous un angle encore plus petit. Le problème, c'est que quand l'objet va arriver très loin, ben finalement, je vais le voir sous un angle qui est plus grand. Donc, quand je suis dans l'espace-temps courbe, et ça c'est quelque chose qu'on observe réellement, quand un objet s'éloigne de plus en plus, arrive un certain moment où sa distance que je vais mesurer de cette manière diminue. Autrement dit, plus les objets sont loin, plus leur distance diminue. Ça paraît quelque chose d'absolument paradoxal, parce qu'en général, quand un objet s'éloigne, sa distance augmente. Eh bien, dans l'espace-temps, à partir d'un certain moment, quand les objets s'éloignent, leur distance diminue. Leur distance de la manière dont je peux la mesurer. Donc, vous voyez que cette notion de distance, elle devient ambiguë. C'est quelque chose que je peux mesurer, que je mesure par des méthodes que je crois bien maîtrisées, mais qui, à cause de la courbure de l'espace-temps, me donne comme résultat quelque chose qui ne correspond pas du tout à mon intuition. Et je peux faire la même chose en utilisant non pas la dimension de l'étoile, mais la luminosité de l'étoile. Je sais que si j'ai une source lumineuse qui émet une luminosité bien précise, que je connais, plus la source est éloignée, moins je vais recevoir de lumière sur mon télescope, sur mon détecteur. Et je sais que ça varie comme le carré de la distance. Donc je peux aussi mesurer les distances par cet effet. C'est un moyen qui marche très bien. Et le problème, c'est que si j'ai une galaxie et que je mesure la distance de cette manière, je vais trouver une certaine valeur. Si je mesure la distance par l'intermédiaire de la lumière, je vais trouver une autre valeur. Si je mesure la distance par l'intermédiaire des parallaxes, je vais trouver une autre valeur. Donc la notion de distance qui nous est tellement familière, qu'on sait très bien mesurer dans la vie courante et que je mesure par la lumière, par la taille angulaire, par la parallaxe, je trouve toujours les mêmes résultats. Dès qu'on est dans la géométrie d'un espace-temps courbe, les trois méthodes vont donner des notions différentes. Et il y a encore d'autres méthodes qui donnent des notions différentes. Donc, si je veux parler de distance quand je suis dans l'espace-temps, est-ce que je dois parler de distance luminosité
de distance diamètre angulaire, de distance parallaxe ou encore d'autres définitions de la distance. Ça diffère complètement. Et si je prends une galaxie, quand on dit que la galaxie est à une distance de 5 milliards d'années-lumière, de quoi on parle? On ne sait pas. Et en fait, pour une galaxie qui est à cet éloignement, les valeurs des 3 distances que je viens de mentionner peuvent différer d'un facteur qui peut aller jusqu'à 10. Donc la notion de distance, elle n'existe pas. Il faut parler de distance-luminosité. Et puis il y a encore d'autres problèmes, parce que finalement, vous voyez que si je suis dans un espace-temps qui est courbe comme ça, bon, je peux m'en sortir, je peux faire les calculs. C'est peut-être bizarre, c'est peut-être pas les notions dont j'ai l'habitude, mais en voyant cette galaxie sous cet angle-là, je connais son diamètre, je connais cet angle, je peux finalement reconstituer les choses dans la géométrie de mon espace-temps courbe. Le problème, c'est qu'il faut que je connaisse la géométrie. Or, la géométrie de l'espace-temps courbe, notre espace-temps courbe réel, on ne la connaît pas de manière précise, on la connaît approximativement. C'est-à-dire que même si j'ai une notion bien définie comme la distance diamètre angulaire, celle que je viens de vous présenter là, même si j'observe, même si je connais ça, et même si j'observe ça, pour que je puisse en déduire ma distance diamètre angulaire, il faut que je connaisse la géométrie de l'espace-temps. Donc tout ça pour vous dire que chaque fois qu'on vous parle d'une distance en astrophysique, eh bien, sous-entendu, c'est soit la distance diamètre angulaire, soit la distance luminosité, soit, enfin, il y a des tas de sortes de distances qu'on peut définir, qui sont des grandeurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui peuvent différer d'un facteur 10, et chaque fois qu'on vous donne une valeur, ça veut dire qu'on a choisi une certaine valeur pour la courbure de l'espace-temps. Et la courbure de l'espace-temps, comme je vous le dirai tout à l'heure, on la connaît de manière approximative. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le fameux paramètre de densité, la constante cosmologique, etc., qu'on a mesuré à quelques pourcents, à quelques 10% peut-être. Donc chaque fois qu'on va vous donner des estimations de distance, ça veut dire qu'on a supposé une certaine valeur. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué ce problème de distance. C'est simplement pour vous dire que cette notion de distance, finalement, premièrement, elle pose des tas de problèmes, et deuxièmement, quand on est en relativité générale, et plus spécialement en cosmologie, elle n'est pas définie. Il y a plusieurs notions de distance qui sont vraiment difficiles qui sont impossibles à harmoniser entre elles, qui sont assez compliquées, et je vous dis tout de suite qu'aucune de ces distances ne correspond à ce que j'ai dessiné là, ou à ce que j'ai dessiné là. Par exemple, si je voulais calculer cette distance-là, ce qu'on appellerait, si vous voulez, la distance propre entre moi et le Soleil aujourd'hui, ça on appellerait la distance propre entre moi et le Soleil il y a 8 minutes. Ces deux choses sont différentes. Si je mesure la distance diamètre angulaire du Soleil par cette méthode, je trouverai encore une valeur différente. Si je mesure la distance luminosité du Soleil en mesurant son flux qu'il m'envoie, c'est assez compliqué parce que c'est tellement intense, mais enfin, imaginons, c'est encore une valeur différente. Alors, lorsqu'il s'agit du Soleil, qui est un objet très proche, où la courbure de l'espace-temps ne va pas se manifester énormément, on va trouver des valeurs qui vont peut-être différer de quelques mètres ou centimètres, donc ça n'a pas grande importance. Mais encore une fois, quand on va arriver à des galaxies, ou même à des étoiles lointaines, on va trouver des valeurs qui diffèrent de facteurs qui peuvent être très grands, donc ça pose un problème. Donc vous voyez que cette notion de distance qui nous est si familière, elle pose des problèmes, d'une part parce qu'on observe non pas dans l'espace mais dans l'espace-temps, hein, on n'est pas dans des observations en synchronie mais en diachronie, pour reprendre ce que disait Guillaume ce matin, et puis à cause de la courbure de l'espace-temps, on a beaucoup de problèmes. Pour le temps, c'est encore pire. Je vais vous donner un petit exemple encore, à moins qu'il y ait des questions déjà sur ce que j'ai raconté ici. Si ça va, c'est assez clair, j'espère. Alors, il y a une chose, je vais essayer de vous introduire à l'idée que le temps n'existe pas. Mais évidemment, si on veut dire que le temps n'existe pas, il faut plus ou moins savoir ce qu'on appelle le temps. Et l'idée que je défends, c'est que le temps, ce n'est pas du tout une notion simple, ce n'est pas du tout une notion première, mais c'est une notion composite. C'est-à-dire ce qu'on appelle le temps dans la vie courante,
et qui correspond tout à fait à la notion habituelle et qui correspond tout à fait au temps universel tel que l'a introduit Newton, je défends l'idée que c'est quelque chose qui est la réunion de plusieurs notions qui sont des notions premières. Et ces notions, c'est la notion de datation, date et datation, et de chronologie. On voit tous à peu près ce que ça veut dire. La notion de durée et la notion de causalité. Alors, dans la vie courante, tout ça, on a l'habitude de l'appeler le temps, parce que c'est à peu près la même chose, c'est confondu. Qu'est-ce que c'est que la datation ? C'est quelque chose qui est très simple. C'est que simplement, chaque fois qu'il y a un événement, on peut lui associer une date. Et ça, on en a tous l'habitude. Je suis en train de vous parler ici, on est je ne sais plus quel jour on est, le 10 février 2015, et il est 15h30, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une date précise. Si jamais il y a une étoile qui explose en supernova dans l'univers, ça explose à un moment précis, à une date précise. C'est peut-être pas facile de connaître cette date, mais elle existe. En tout cas, on est persuadé qu'elle existe. S'il y a une comète qui vient s'écraser sur la planète Jupiter, ça arrive à un moment précis. Une date, une heure, que je peux essayer de connaître, c'est pas forcément facile non plus, mais l'idée c'est que ça existe. Donc, dans notre conception usuelle du temps, la notion de datation est parfaitement définie. Qu'est-ce que c'est que la datation ? C'est simplement, à chaque événement est associé un nombre qu'on va appeler sa date. Si on veut être un peu plus précis, l'heure, la minute, la seconde, etc. Et s'il y a une datation, ça entraîne une chronologie de manière immédiate. Qu'est-ce que c'est que la chronologie ? C'est le classement chronologique des événements, en même temps, avant, après. Parce que s'il y a deux événements, la supernova et la comète qui s'écrase sur Jupiter, qui arrivent, puisqu'ils ont deux dates, il suffit de comparer leurs dates. Comparer deux nombres. Donc deux nombres, si je les compare, ou bien ils sont égaux, ou bien il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc je vais en déduire, ou bien les deux événements sont simultanés, ou bien il y en a un qui s'est déroulé avant l'autre, ou l'autre avant celui-là. C'est clair, et la question a forcément une réponse. C'est pas facile de connaître la réponse, mais elle en a forcément une. Moi, ça va être difficile à savoir, parce que si je suis là, j'observe cette étoile lointaine en supernova, je reçois cette lumière-là. Ici, il y a la comète qui s'écrase sur Jupiter, je reçois le signal aussi. Le problème, c'est que ces deux événements ont une date, mais moi qui reçois la lumière ici, je n'ai pas tellement d'informations pour connaître ces dates-là. Enfin, je suis en tout cas persuadé qu'elles existent. Et par exemple, si je me pose la question, est-ce que cet événement-ci est simultané avec cet événement-là ? Je ne connais pas forcément la réponse, mais je suis sûr qu'il y a une réponse. Pas facile à connaître, mais il doit y avoir une réponse, oui ou non, sans alternative. On va voir que ça disparaît dans les théories relativistes. Donc, première propriété du temps, datation, chronologie. Et finalement, une des notions qui est assez représentative, c'est la notion de simultanéité. En gros, c'est, si je pose la question, deux événements sont-ils oui ou non simultanés ? La question doit avoir une réponse oui ou non. Deuxième notion, notion de durée. Alors, la datation dont je viens de parler, ça se rapporte aux événements. Un événement a une date. Là, je ne parle plus d'événements, je parle d'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est par exemple une particule élémentaire qui est créée dans une réaction et qui va disparaître dans une autre réaction. Eh bien, entre-temps, elle a une histoire. Et cette histoire a une durée. C'est un nombre qui est associé à chaque histoire. Une étoile naît, un jour elle va mourir, entre-temps l'étoile a subi une histoire, cette histoire a une durée. Par exemple pour le Soleil, ça va être à peu près 9 milliards d'années. À un moment je suis né, à un moment je vais mourir, ma vie aura une durée. Pas un siècle, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Chacun de nous a une ligne comme ça qui a une durée. Toutes les histoires ont des durées. Autrement dit, la durée, c'est simplement quelque chose qui, à chaque histoire, associe un nombre qui est sa durée. Et il y a un fait remarquable dans notre conception usuelle du temps. C'est que la durée d'une histoire
ne dépend que de l'événement initial et de l'événement final. On a tous l'habitude de ça, c'est que la durée d'une histoire, c'est la date de la fin moins la date du début. Par exemple, je rentre dans cette salle à 3 heures, je sors de cette salle à 5 heures, et ben je sais que j'aurai parlé pendant 2 heures, 5 moins 3. On a tous l'habitude de ce genre de choses. Donc une durée est égale à la date de la fin moins la date du début. Donc vous voyez que c'est une relation très étroite entre deux notions qui quand même sont définies de manière très différente. Notion de datation et notion de durée. Et ce que nous a montré la physique, c'est qu'en fait, cette relation n'existe pas du tout. Et puis il y a une troisième notion sur laquelle j'insiste, qui est la notion de causalité. Alors on en a parlé un peu ce matin, c'est très important la causalité, parce que en général, quand on cherche à expliquer quelque chose, ça va être vrai en physique, mais ça va sans doute être vrai en n'importe quelle discipline, en biologie, etc. Ça veut dire qu'on cherche s'il y a une cause à cet effet. Et quelle est la cause? Et si on a découvert quelle est la cause de tel effet, ben on est content, on va dire qu'on a expliqué cet effet, au moins en partie. Donc la notion de causalité, elle est très très importante. Et il y a quelque chose auquel nous sommes tous habitués, c'est que pour qu'un événement puisse être la cause d'un autre événement, il faut qu'il se soit déroulé avant. C'est-à-dire, si un événement A se déroule après l'événement B, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'événement A ne peut pas... si l'événement A s'est déroulé après l'événement B, il ne peut pas être la cause de l'événement B qui s'est déroulé avant. Hein, on a tous cette idée que la notion de causalité, finalement, elle se confond avec la notion de chronologie. Vous voyez, ce que j'appelle le temps, c'est finalement la réunion de ces trois notions qui sont des notions premières. Pourquoi je dis des notions premières? Parce que d'abord, elles sont bien définies de la manière que je viens de faire, et deuxièmement, on peut les mesurer. La date, je sais la mesurer, je regarde sur mon calendrier, ça n'est peut-être pas mesuré, mais en tout cas j'ai un moyen de la connaître. La durée, je peux la mesurer avec un chronomètre, je peux la mesurer comme faisait Galilée avec les battements de mon cœur, ou avec un pendule, ou quelque chose comme ça. Et la causalité, je viens de vous dire que c'était lié à la chronologie. Et puis c'est quelque chose de physique, la causalité, parce que dire qu'un événement peut avoir une influence sur un autre, c'est quelque chose de bien concret. Donc, il me semble que ces trois notions sont bien définies, sont des notions premières par rapport à celles de temps, et que ce qu'on appelle le temps, finalement, c'est quelque chose qui synthétise ces trois notions élémentaires. Et pourquoi c'est possible? D'abord parce que ces notions existent, et ensuite parce qu'elles ont des liens étroits entre elles, et ces liens, je viens de vous les dire, que la causalité, finalement, elle se confond pratiquement avec la chronologie, et entre les durées et les datations, il y a cette relation absolument fondamentale que la durée d'un phénomène, c'est la date de la fin moins la date du début. Alors, je résume très rapidement parce qu'on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour vous montrer ce qui se passe quand on arrive en relativité. Ce qui se passe quand on arrive en relativité, c'est que la première notion disparaît. La datation, ça n'existe plus. Comment on sait que ça n'existe plus? En fait, le premier qui s'est aperçu que ça n'existait pas, c'est Einstein en 1905, et ça a été à l'origine de sa théorie de la relativité. Et ce sur quoi je voudrais insister, qui est très important, ça n'est pas la théorie de la relativité qui dit que la notion de datation n'existe plus, c'est que les physiciens se sont aperçus qu'il était impossible d'appliquer la notion de datation à la réalité physique, et ensuite Einstein a réussi à construire une théorie qui prend ça en compte. Ce n'est pas la disparition de la datation qui est la conséquence de la relativité, c'est la relativité qui est la conséquence de la disparition de la datation. C'est très important parce que quelquefois on me dit oui, il suffit de prendre une autre théorie où on restaurerait la datation. Non, on a des évidences directes par les observations et par les expériences que la datation ne peut pas exister. Et ce n'est pas une expérience, c'est des milliards d'expériences faites chaque jour depuis à peu près un siècle, en physique des particules, avec les rayons cosmiques, en astronomie, avec la navigation spatiale. Enfin, il y a tout un faisceau d'expériences qui nous dit que c'est impossible. Et historiquement, le cheminement qu'a suivi Einstein, c'est d'abord de s'apercevoir que la notion de simultanéité ne pouvait pas exister. Alors, si la simultanéité n'existe pas, la datation n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire que la simultanéité n'existe pas? Ça veut dire que si on prend deux événements
et qu'on se pose la question de savoir est-ce que ces deux événements sont simultanés ou non, la question ne peut pas avoir de réponse. Ça veut dire quoi ne peut pas avoir de réponse? Eh bien, Einstein a analysé la procédure selon laquelle, dans la vie courante, on se rend compte si deux événements sont simultanés ou non, par des signaux, par des observations, etc. On appelle ça la procédure de synchronicité. Donc, si on veut savoir si oui ou non deux événements sont simultanés, on va appliquer cette procédure, des observations, des échanges de signaux, quelque chose comme ça. Ce qu'Einstein a montré, c'est que si on prend deux événements fixes, comme par exemple ma supernova qui explose, c'était ça, et puis la comète qui s'écrase sur Jupiter, je peux appliquer cette procédure qui va répondre à la question est-ce que les deux événements sont simultanés ou pas. J'applique cette procédure, je trouve oui. Mais j'ai mon collègue à côté qui applique la même procédure, il va trouver non. Ah, c'est la supernova qui a explosé avant l'écrasement de la comète. Et puis un troisième va appliquer la même procédure, il va trouver non. Autrement dit, on applique la même procédure, des observateurs différents, et ils trouvent des réponses différentes. Et finalement, de tous ces observateurs, je pourrais dire bah, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison. Mais lui aussi, il va dire c'est moi qui ai raison, et il n'y a aucun moyen de départager. Donc finalement, ça veut dire que si on essaye de répondre à cette question, on peut trouver n'importe quelle réponse. Ce qui veut dire que la question n'a pas de sens. Et ce qui veut dire qu'il est impossible de déterminer la notion de simultanéité de manière objective. La simultanéité ne peut pas exister. Mais si les événements avaient des dates, il suffirait de comparer leurs dates, où elles sont égales ou non. Donc si les événements avaient des dates, la simultanéité serait définie. Donc si elle n'est pas définie, c'est que les événements ne peuvent pas avoir de date. Il est impossible de supposer que les événements aient des dates. Je vous fais un petit dessin pour vous montrer un peu ce qui se passe. Je suis donc sur ma ligne d'univers, je suis par exemple ici, et puis j'ai mon copain astronome qui est sur la planète Mars, et on s'envoie des signaux. Eh bien, moi je vais me débrouiller, je vais appliquer ma procédure de simultanéité en échangeant des signaux avec mon copain, et je vais dire, bon bah voilà, ça c'est le moment par exemple où je vais envoyer un signal, enfin un moment que je repère, appelons-le A, et je vais me demander, qu'est-ce qui se passe à ce moment A, où j'ai envoyé mon signal, sur la planète Mars, au même moment. Autrement dit, quel est l'événement simultané à A sur la planète Mars? Je vais appliquer ma procédure de simultanéité d'Einstein, et puis je vais trouver, ben voilà, il y a un événement que j'appelle M, et il se trouve qu'au même moment, mon collègue martien faisait la même chose, et il se dit, quel est l'événement qui, sur la planète Terre, est simultané à l'événement M? Il va faire le même raisonnement, il va appliquer le même truc, et il va trouver, voilà, l'événement simultané à B. Donc, du point de vue du terrien, A et M sont simultanés. Du point de vue du martien, M et B sont simultanés. Et entre A et B, bah, il va y avoir une minute, par exemple. Et qui a raison? Bah, est-ce que la bonne physique, c'est la physique terrienne ou la physique martienne? Le problème, c'est qu'il y en a un autre qui va être sur Vénus, et il va dire, ah ben non, l'événement simultané à M, c'est C. Qui a raison? Il n'y a absolument pas moyen de départager. Il n'y a absolument aucun moyen, ça encore une fois c'est Einstein qui l'a montré en 1905, de définir cette notion de simultanéité. Et donc de définir une notion de datation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi je suis sur la Terre, je vais choisir ma définition à moi. Elle marche très bien. Sauf que quand je vais avoir affaire à des particules qui se déplacent assez vite, quand je vais vouloir faire de la navigation spatiale, quand je vais vouloir m'intéresser à des trucs dans le système solaire, il faut que je fasse attention, ça ne marche plus. Mais dans la vie courante, ça va marcher. Dans les petites expériences de labo où je n'ai pas besoin d'une grande précision, ça va marcher. Et c'est pour ça que finalement, dans la vie courante, on peut utiliser les systèmes de datation dont on a l'habitude, le temps universel. Mais vous savez aussi que le temps universel, on l'a d'abord défini à partir de l'orbite terrestre, puis on s'est aperçu que ça ne coïncidait pas vraiment avec la datation définie à partir des atomes. Donc on a changé de définition et on est obligé de changer de définition. C'est une convention. C'est une convention qui marche suffisamment bien à notre échelle et à notre précision pour qu'on puisse l'utiliser dans la vie courante et dans les expériences qui n'ont pas de précision, qui ne demandent pas une grande précision. Mais par exemple, quand on fait de la navigation spatiale,
Quand on se sert du système GPS, par exemple, vous savez qu'on envoie des signaux à un satellite, et les signaux reviennent et on fait une sorte de triangulation dans l'espace-temps, il est absolument impossible de supposer que... Il est absolument impossible de dire, par exemple, au moment où je reçois le signal, le satellite du GPS est à telle position. Ceci n'a aucun sens. Et on ne peut pas faire un programme d'analyse des signaux GPS en supposant qu'une chose comme ça ait un sens. Les ingénieurs de la NASA avaient commencé en faisant un programme comme ça et ils ne sont jamais arrivés à faire marcher le système. Donc cette notion a vraiment disparu. En revanche, la notion de durée existe parfaitement. Et ça c'est très simple, on peut la mesurer. Par exemple, quoi qu'il m'arrive, je peux partir faire un voyage dans l'espace, n'importe quoi, j'ai une montre. Et cette montre, un chronomètre plutôt, j'appuie sur le chronomètre au départ, j'appuie à la fin, ça me donne la durée. Je peux la mesurer aussi avec les battements de mon cœur, avec n'importe quoi. Donc, à toute histoire est associée une durée. Ça reste vrai. Mais on va appeler ça plutôt durée propre, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai. Ce qui n'est plus vrai, c'est que ça serait égal à la date de la fin moins la date du début, puisqu'il n'y a plus de date. Bon, mais on pourrait être un peu moins exigeant. On va se dire, quand on est en physique newtonienne, la durée d'une histoire ne dépend que de l'événement final et de l'événement initial. Et bien ça, c'est complètement faux en relativité. Et on le sait, encore une fois, par des innombrables expériences, observations. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, mais je vous le représente de manière très rapide avec ces petits graphiques. On imagine deux jumeaux, donc, qui sont nés au même moment, au même endroit sur la Terre, et puis qui vivent ensemble, disons, dans la même maison, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et quand ils ont chacun 18 ans, ils fêtent ensemble leur 18e anniversaire, et ils s'embrassent parce qu'il y en a un qui va partir se promener dans l'espace. Il y en a un qui part et l'autre qui reste. Alors celui qui reste continue son histoire, comme ça, et puis l'autre, il va faire un tour dans l'espace, comme ça, et il revient. Et quand ils reviennent, quand ils reviennent, celui qui est resté sur Terre, il a 60 ans, et l'autre, il a 30 ans. Donc ça veut dire que cette histoire-là a duré 42 ans, et cette histoire-là a duré 12 ans. Et pourtant, ce sont deux histoires qui commencent par le même événement et qui finissent par le même événement. Alors, on n'a jamais envoyé des jumeaux de cette manière en observant un décalage aussi important, parce que, pour qu'il y ait un décalage aussi important que ce que je vous ai défini, il faudrait que ce jumeau-là aille très vite, à des vitesses qui sont à peu près du même ordre que la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, même si vous allez dans un avion supersonique, vous allez vous déplacer à 1/1000e de la vitesse de la lumière. Avec la technique qu'on a, on ne sait pas faire des fusées qui pourraient nous emporter à des vitesses importantes. Probablement, on ne saura jamais, j'en sais rien. Et puis même si on savait, pour accéder à ces vitesses, il faudrait subir des accélérations très importantes. Et l'organisme humain, au-delà de 4, 5, peut-être au maximum une dizaine de G, il ne peut pas résister. Donc, avec des êtres humains, on ne peut pas espérer faire cette expérience. Cela dit, si je vais faire le tour du parc et que je reviens tout à l'heure et que vous restez là, entre nos histoires, il y aura une différence. Ça va être quoi? Ça va être des milliardièmes de seconde, on ne peut pas le mesurer, mais ça existe. Et l'expérience a été faite avec des horloges atomiques, avec deux avions qui suivent des trajets différents. Le décalage, c'est de l'ordre de la microseconde, mais ça a été bien mesuré et c'est conforme à la relativité. Donc ça, c'est pas du tout une fiction, c'est quelque chose qui est vraiment vérifié, qui est vérifié tous les jours, encore une fois, avec les particules élémentaires, les rayons cosmiques, la navigation spatiale, etc., etc. Et alors, quelquefois, on appelle ça les dilatations des durées, la contraction du temps, etc. Non, il n'y a pas de temps qui se contracte, il n'y a pas de durée qui se dilate, c'est simplement que chaque histoire a une durée, mais que cette correspondance qui existait entre durée et datation n'existe plus. Et, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous dire qu'aussi, dans le monde tel qu'il est décrit par la relativité, la notion de causalité existe parfaitement, elle est parfaitement définie, elle n'est plus liée à aucune datation, elle n'a aucun rapport avec les durées, et c'est une causalité différente, c'est-à-dire que au lieu de dire qu'entre deux événements, il y en a toujours un qui est antérieur
à l'autre, ici, il y a une possibilité qui est complètement nouvelle, qui est que deux événements peuvent être ce qu'on appelle causalement disconnectés. Je vais m'expliquer. Je prends encore l'exemple du Soleil, et voyez que je suis ici, j'observe le Soleil, et ce que je reçois, c'est ce qui est arrivé au Soleil il y a 8 minutes. J'utilise toujours le langage temporel qui est quand même bien commode. Mais ce qui arrive en ce moment dans le Soleil, supposez que le Soleil soit en train d'exploser. Je n'en ai pas connaissance, je ne peux pas le savoir. Donc ça ne peut pas m'influencer. Donc ça n'est pas dans mon passé causal. D'un autre côté, ce que je suis en train de faire, ça n'influence pas non plus ce qui se passe dans le Soleil en ce moment. Parce que même si je parle, même si je crie en direction du Soleil, enfin j'envoie un signal lumineux, n'importe quoi, ça n'arrivera que dans 8 minutes. Donc cet événement ne peut avoir aucun effet sur celui-ci. Et celui-ci ne peut avoir aucun effet sur celui-là. On va dire que ces deux événements sont causalement disconnectés. Donc, si je m'intéresse maintenant à tous les événements de l'univers, passé, futur, présent, j'en sais rien, il y a tous les événements qui sont dans mon passé causal, qui ont pu m'influencer. Soit parce que j'en ai entendu parler verbalement, soit parce que je les ai observés par la lumière, ou je les ai touchés. Ce sont tous ces événements, on peut s'apercevoir que ce sont tous les événements qui sont situés dans ce qu'on appelle mon cône du passé. Autrement dit, cet événement, c'est-à-dire il a un passé causal. Ce n'est pas un passé chronologique, c'est un passé causal. C'est tous les événements qui ont pu avoir une influence sur ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple tout ce que j'ai appris sur les étoiles anciennes, sur l'évolution de la planète Terre, tout ce dont on a parlé ce matin, l'évolution de la planète Terre, c'est dans mon passé causal. De la même manière, je peux définir tous les événements qui vont recevoir ou qui sont susceptibles de recevoir un signal que j'émettrai en ce moment. C'est-à-dire, j'envoie de la lumière avec n'importe quel dispositif dans l'espace, ça va aller très loin, ça va peut-être atteindre un jour une étoile, une galaxie, une planète ou ailleurs sur Terre, j'en sais rien. Ça peut être très très loin dans le futur. Mais voilà, tous les événements qui sont dans mon futur causal. Et puis là, il y a tous les événements qui sont ni dans mon passé causal, ni dans mon futur causal, qui sont finalement disconnectés, causalement disconnectés. Il y en a beaucoup. Et si je voulais me dire quel est l'événement simultané à celui-ci, je viens de vous dire, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas moyen de trancher. Autrement dit, il n'y a pas de présent. Le présent, ça c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a aucun moyen de décider ce que c'est que le présent. Alors, je peux le décider, si vous voulez, d'une manière un peu arbitraire, conventionnelle, et c'est ce qu'on fait souvent dans la vie courante, parce qu'on utilise une notion de présent qui a été introduite de manière historique par Newton. C'est ce que Newton appelle le temps universel. Qu'est-ce que ça veut dire, introduire une notion de présent? Ça veut dire que je vais choisir une méthode arbitraire. Je vais étiqueter les événements, si vous voulez. Je vais les étiqueter, mais comme je veux. De la même manière que si j'allais dans un supermarché avec des petits bouts de papier, des crayons, puis je mets des étiquettes au hasard sur tous les événements. Je mets les nombres que je veux. Je mets les nombres que je veux, du coup, voilà, chaque événement qui est là, je vais lui donner un nombre. Et puis du coup, j'ai inventé une causalité. Et puis mon voisin va faire la même chose, mais il va inventer une autre causalité. Donc, une chronologie. Donc des chronologies, je peux en inventer autant que je veux. Et puis si je suis astucieux, je vais quand même en inventer une qui est plus astucieuse que les autres, qui me convient particulièrement, qui ne conviendra pas aux autres. Et ce qu'a fait Newton, c'est ça. Il a inventé une espèce de chronologie très astucieuse qu'il a appelée le temps universel et qui, pour la planète Terre, pour nous tous, tant qu'on ne fait pas des observations trop précises, tant qu'on oublie les effets dont je vous ai parlé, qui vont introduire des décalages de microsecondes, qui marchent très bien. Et on appelle ça le temps universel. Ça veut dire, dans le voisinage du système solaire, on a défini une espèce de découpage en tranches de l'espace-temps. Et puis, on va dire, ici, voilà, il y a une valeur du temps. On va appeler tous les événements qui sont là-dessus, on va dire qu'ils se déroulent le 10 février à 14h30. Et puis là, ça va être 14h40 et 14h50. Et on a défini ma propre chronologie. Et donc, je vais dire, de mon point de vue, voilà, cet événement et celui-là, ils sont simultanés. Mais c'est une pure convention. Puisque mon copain martien, il va faire un découpage qui, lui, va être comme ça.
qui est aussi légitime et qui pour lui est beaucoup plus commode. Le mien ne lui va pas du tout. Et puis le martien, il va en choisir un autre, etc. Donc c'est une convention. Et ce qu'on appelle le temps universel de Newton, c'est une convention qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien, mais aujourd'hui, on a des horloges atomiques très précises, et si je prends deux horloges atomiques identiques, si je prends, l'expérience a été faite, donc on prend deux horloges atomiques identiques, dont on a calculé que sur 10 milliards d'années, elles n'allaient pas se décaler de plus d'une seconde entre elles. Donc vous voyez, c'est le maximum de précision qu'on sait faire aujourd'hui, c'est faramineux. Eh bien on en prend une, on en monte une à l'étage supérieur, 3 mètres plus haut, où le champ gravitationnel terrestre est un petit peu différent, et on la fait revenir, et bien on s'aperçoit qu'elles sont désynchronisées. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle était en haut, l'horloge à mesurer son temps propre, c'est exactement le petit dessin que j'ai fait tout à l'heure. Les deux horloges sont au même endroit, elles sont synchronisées, il y en a une que je laisse sur place, l'autre que j'emmène à l'étage supérieur et que je ramène ici, eh bien elles ont mesuré des durées différentes. Si vous voulez, ça veut dire qu'une horloge ne mesure pas le temps, mais une horloge mesure la durée propre de son histoire. Et deux durées propres qui commencent par le même événement, quand elles sont en bas, toutes les deux, qui finissent par le même événement, quand je la ramène après l'avoir montée à l'étage supérieur, ces deux histoires ont deux durées différentes, parfaitement mesurables, même si on est à l'échelle de quelques mètres. Ce qui veut dire que quand je fais des mesures de précision, il est impossible de supposer qu'à l'échelle d'une pièce comme ça, le temps s'écoule. Parce que la durée d'un truc ici et la durée d'un truc en haut, c'est pas la même chose. Ça ne peut pas être réconcilié dans une notion qu'on appellerait le temps. Évidemment, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de cette précision. Hein, quand on a rendez-vous ici à 3 heures, on est tous là à 3 heures. Donc ça marche très bien. Mais si on avait dit 3 heures, mais attention, pas un milliardième de seconde en plus, là, on aurait eu beaucoup de mal, il aurait fallu qu'on fasse très attention. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait ce matin. Cette notion de temps, c'est une notion qui, finalement, pour la physique d'il y a un siècle, fonctionnait parfaitement dans tous les cas. Et je dirais que Newton a eu parfaitement raison de l'introduire parce que ça a permis 3 siècles de progrès scientifique. Et petit à petit, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Et ce que je n'ai pas encore raconté, mais que je ne vais d'ailleurs pas raconter aujourd'hui, c'est qu'au XIXe siècle, il y a eu une crise très très intense quand on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à définir ces notions de simultanéité, ces notions de temps, etc. Et les physiciens ont hésité très longtemps avant de remettre en cause la notion de temps. C'était quelque chose de tellement révolutionnaire que, voilà, ils n'osaient pas, ils ont tourné autour. Et c'est Einstein, en 1905, qui a réussi à dire la seule manière de s'en sortir, c'est d'abandonner cette notion de temps. Mais il fallait oser le faire. Et c'est dans ce sens que Einstein a été génial. C'est parce qu'il a osé franchir ce pas. Il a osé dire, puisque je montre vraiment de manière concrète et convaincante que la simultanée n'existe pas, la notion de temps ne peut pas exister. Alors bon, peut-être qu'il n'avait pas défini cette notion de temps de cette manière-là exactement, mais c'est ça que ça veut dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on est dans la théorie relativiste, la notion de durée et la notion de causalité restent parfaitement définies. Et ça, c'est important et c'est des choses mesurables. Et alors, pour faire le lien, je vais terminer là avec, par exemple, ce qui a été dit ce matin ou ce qui peut résulter de discussions avec des géophysiciens ou d'autres gens comme ça, c'est que quand on s'intéresse à des phénomènes d'évolution, alors par exemple l'évolution biologique, mais ça pourrait être l'évolution géophysique, etc., on s'intéresse à des successions d'événements. Par exemple, ce matin, on a vu cet arbre de l'évolution. Cet arbre de l'évolution, qu'on représente de manière très démonstrative par un réseau où il y a des nœuds et puis des liens entre les nœuds. Et c'est ces liens qui sont importants parce que c'est le moment où des branches vont éventuellement se différencier. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs je ne sais pas s'il y en avait ou pas, mais je n'ai pas vu de durée là-dedans, je n'ai pas vu de date, et ça n'a aucune importance, parce que ce qui compte c'est un nombre de générations. Et alors, il se peut très bien que chez certains, dans certaines branches, la durée d'une génération, ça soit quelques heures, et dans l'autre branche, ça soit quelques années. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le nombre de générations, c'est pas tellement ça. Ce qui veut dire que finalement, on a inventé une chronologie.
On a inventé une chronologie, on ne mesure pas avec le temps, mais on utilise une espèce de notion temporelle qu'on va appeler le nombre de générations, l'âge générationnel si vous voulez, et qui pour ce genre de truc fonctionne très bien. C'est un choix qui est meilleur que le choix du temps. C'est beaucoup plus pertinent quand on s'intéresse à l'évolution de prendre comme unité de mesure le nombre de générations que de prendre le nombre de secondes ou le nombre d'années. Je suppose que tu es d'accord, Guillaume. Et quand on fait de la géophysique, ben c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs échelles de repérage comme ça. Parce que les géologues qui trouvent des roches enfouies, comment peuvent-ils repérer les unes par rapport aux autres? Alors il y a un moyen qui est la profondeur à laquelle on la trouve, quand on a déjà des informations sur les autres couches. Un autre moyen, c'est le signe des éruptions volcaniques, qui vont insérer certains éléments bien spécifiques, ou les chutes de météorites, ou bien les inversions du champ magnétique. Donc on a plusieurs systèmes de datation, et finalement on a plusieurs chronologies. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que selon qu'on est à tel endroit ou à tel autre, ça va être pour des raisons pratiques plus commode d'utiliser telle ou telle chronologie qu'ailleurs. Et finalement, on a des ensembles de chronologies, et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de les remettre ensemble. Et dans des cas, c'est possible, parce qu'on arrive à comment dire, repérer les éruptions volcaniques, par exemple, vis-à-vis des inversions du champ magnétique, mais dans d'autres cas, on n'arrive pas vraiment à repérer les choses. Et donc, on a plusieurs chronologies et finalement c'est embêtant, on aimerait bien les réunir, mais finalement les dates là-dedans, c'est important, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est de savoir que telle roche s'est formée avant telle autre, parce que ça va nous dire que la Terre était dans tel état, et puis qu'ensuite elle est passée dans tel autre état, et savoir si c'est 2 milliards d'années ou 2 milliards et demi, c'est pas ça qui est fondamental. Bon, bien sûr, c'est intéressant aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait absolument fonctionner sans la notion de temps mesuré en secondes ou en milliards d'années. Et que donc, finalement, quand on fait de la relativité, on est arrivé à une situation où on mesure des durées et où on fait finalement des repérages avec des sortes de chronologies arbitraires, et ça n'est pas aussi paradoxal que ça a l'air. Enfin, c'est pas du tout paradoxal, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais quand on fait l'analyse logique de tout ça, il n'y a absolument aucun paradoxe. Cette histoire, quelquefois, elle est appelée paradoxe au niveau des jumeaux de Langevin, mais il n'y a paradoxe que si on essaye de réconcilier ça avec la notion de temps. De toute façon, ça, c'est ce qui se passe dans la nature, c'est observé. Et c'est vrai que si vous vous dites, mais le temps là-dedans, qu'est-ce qui devient? Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas analyser ça avec la notion de temps qui nous est si habituelle. Mais si vous jetez de côté cette notion de temps et que vous utilisez les notions de durée et de causalité, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Et je dirais même que si vous êtes entraîné, ça marche beaucoup mieux. Autrement dit, décrire la physique, y compris les phénomènes qui sont les phénomènes d'évolution, en se débarrassant de la notion de temps, mais en utilisant les notions bien définies de durée propre et de causalité, ça marche très bien. Dans beaucoup de situations, ça marche aussi bien, et dans certaines situations, ça marche beaucoup mieux. Et les lois du mouvement, de l'évolution, sont quelquefois beaucoup plus simples quand on se débarrasse de cette notion de temps, dont on s'aperçoit souvent qu'elle complique les choses plutôt que de les simplifier. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette partie où j'espère que j'ai un peu semé le trouble dans votre esprit, et puis je vais attaquer la seconde partie qui est la cosmologie, qui sera finalement beaucoup moins déroutante, mais peut-être avant vous avez des questions sur ces choses-là. Oui. En fait, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit que du coup la durée, donc le temps n'existait pas, que la simultanéité non plus, et que la durée, oui, qu'elle était définie tout ça, mais du coup je comprends pas parce qu'on a dit que la simultanéité, elle n'existait pas parce que du coup qu'on soit sur un point ou sur un autre, on ne pouvait pas la définir de manière objective, mais du coup la durée non plus, puisque dans le cas des jumeaux de Langevin, on a bien deux durées différentes. Oui, on a deux durées différentes. Donc on ne peut pas non plus la définir... Là, je ne parle pas de simultanéité, sauf que, si vous voulez, effectivement, on peut dire que quand les jumeaux sont ensemble, ici, ils sont ensemble simultanément. C'est-à-dire la notion de simultanéité, elle est définie là où je suis. C'est-à-dire, je peux dire, je regarde les aiguilles de ma montre, je vois que les aiguilles sont sur midi,
au moment où je regarde. Et c'est ça qui me permet de dire, au moment où je regarde, il est midi. Mais je peux définir une notion de simultanéité lorsque les deux points sont ensemble, au même endroit dans l'espace-temps. Et là aussi. Mais à part ça, je n'utilise pas de notion de simultanéité. Ça, c'est une durée. C'est-à-dire, le jumeau qui est resté sur Terre, au moment où il se sépare, il lance son chronomètre. Son chronomètre va mesurer, combien j'ai dit, 40 ans. Et l'autre jumeau, il lance son chronomètre aussi. Ils arrivent, ils comparent leur chronomètre. Il y a un chronomètre qui marque 40 ans, l'autre qui marque 10 ans. Et si je ne veux pas utiliser mon chronomètre, je compte les battements de mon cœur, par exemple. Donc là, j'aurais, je ne sais pas quoi, 40 milliards de battements, et ici, j'aurais 10 milliards de battements. Donc on a bien deux durées différentes. Et Oui, on a deux durées différentes pour deux histoires différentes. Mais comment on peut dire du coup que la durée est... Enfin, c'est-à-dire que du coup la durée est définie, mais pour chaque personne, pour chaque observation. Pour chaque histoire. Oui. Pour chaque personne, vous avez raison, parce que chaque personne est définie par sa ligne de vie, comme je vous l'ai dit. Si personne n'a la même durée, au final, on ne peut pas non plus la définir. Si elle est définie, justement, alors ça c'est ce que dit la relativité, c'est ce que nous montre l'expérience. Je peux la mesurer, j'ai une montre. Par exemple, vous avez une montre, un chronomètre, vous le mettez à 0, et puis demain, vous allez le lire, vous allez voir qu'il a marqué 24 heures, c'est la durée que vous aurez vécue. Moi, en même temps que vous, j'aurais mis mon chronomètre à 0, on se retrouve demain, et ben mon chronomètre, il va marquer 24 heures, plus un petit milliardième de seconde. Bon, mon chronomètre ne va pas le donner parce qu'il n'est pas assez précis, mais moi, j'aurais vécu une durée très précise, mesurable. Vous aurez vécu une durée très précise, mesurable. C'est celle-là et celle-là. Et si vous voulez, les durées, c'est exactement l'analogue dans l'espace-temps que les distances dans l'espace. Et l'exemple que je peux vous donner comme analogie, bien sûr, ce n'est pas du tout une démonstration, et puis l'analogie n'est que partielle, mais si je veux aller de Paris à Bordeaux, par exemple, je peux prendre plusieurs chemins. Je peux aller de Paris à Bordeaux directement, ça fait quoi? Ça fait 500 km, je sais pas, voilà, 500 km. Ou alors je peux passer par Lyon, 1000 km. Alors voilà deux trajets qui ont le même point de départ, Paris, le même point d'arrivée, Bordeaux, et qui pourtant ont deux longueurs différentes. Voilà, c'est exactement pareil, mais c'est dans l'espace-temps. Voilà deux histoires qui ont le même point de départ, le même point d'arrivée, mais qui ont deux longueurs. Alors, les longueurs, c'est exactement une longueur dans l'espace-temps, c'est exactement la durée. Ça, c'est le principe fondamental de la relativité générale, et ça marche très très bien. C'est pour ça que cette théorie est si belle, c'est parce qu'elle elle exprime tout de manière géométrique. Et si vous voulez, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire de la géométrie dans l'espace, je fais de la géométrie dans l'espace-temps. Alors, cosmologie. Je vais vous parler de milliards d'années, évidemment, de millions d'années. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez bien compris que c'est pas facile de dire ce que ça veut dire. Et en fait, chaque fois que vous lisez des articles de cosmologie, en fait, les gens trichent. C'est-à-dire, s'ils vous disent on observe une galaxie qui est à 5 milliards d'années-lumière, d'abord, il devrait vous dire si c'est la distance luminosité, la distance diamètre angulaire, etc. Et ils ne le disent pas, donc ils ont fait une hypothèse, ils ont fait un choix. Et d'autre part, comme cette distance, encore une fois, si on veut donner un chiffre, ça dépend de la géométrie de l'univers qu'on ne connaît qu'avec une certaine précision, bon, ça n'a pas grand sens. Le sens que ça peut avoir, c'est que si vous en avez deux dont vous donnez deux valeurs différentes, ça veut dire que l'une est plus loin que l'autre. Mais attention, dans l'espace-temps courbe, comme je vous ai fait remarquer, c'est même pas forcément vrai. Donc attention avec cette notion de distance. Alors maintenant, je vous ai dit que le temps n'existe pas et que pourtant dans l'univers, on vous parle sans arrêt de milliards d'années, de choses comme ça, et on vous dit qu'il y a un Big Bang ou quelque chose de ce genre qui s'est produit il y a 13 milliards d'années. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors l'univers finalement, c'est un ensemble d'événements. Tout ce qui s'est passé dans l'univers, c'est des événements, il y en a beaucoup, et finalement, chaque événement, on va le représenter graphiquement comme un point de l'espace-temps. Et puis nous, aujourd'hui, on est là, on est sur la planète Terre. Voilà, la planète Terre, elle a une certaine histoire qui a commencé... voilà, il y a eu une durée qui est bien définie de l'histoire de la planète Terre, qui est de à peu près 4,5 milliards d'années. Ça, c'est bien défini, parce qu'il y a des tas
d'horloge, si vous voulez, plus ou moins naturelle sur la planète Terre. On peut chaque fois utiliser un chronomètre pour mesurer la durée d'un bout d'histoire terrestre. Ça pose aucun problème. En revanche, comme je vous ai dit, si j'observe une étoile ou une galaxie lointaine, sa distance, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, est-ce que ça a un sens de parler d'une durée comme ça? La seule relation entre une galaxie que j'observe et moi-même, c'est le rayon lumineux. Le rayon lumineux, c'est une courbe dans l'espace-temps, bien sûr. Donc vous pourriez me dire, il suffit de mesurer la longueur dans l'espace-temps de cette courbe. Le problème, c'est que c'est 0. Donc ça veut dire que la seule courbe qui me relie à un objet que j'observe dans l'espace-temps, c'est le rayon lumineux, et la durée de ce rayon lumineux, c'est 0. Donc c'est pas ça la notion de distance ou de durée qui va m'intéresser. Je voudrais définir quelque chose qui correspond un peu à cet intervalle, mais je ne sais pas le définir, encore une fois. Donc, je vais tricher, j'utilise ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais alors, l'âge de l'univers, qu'est-ce que ça peut être? Bon, moi je suis là, quand je vous parle, moi, observateur, cosmologue, je peux vous dire, c'est un événement. Et finalement, je peux imaginer toutes les histoires qui ont commencé n'importe quand et qui arrivent ici. Donc je peux imaginer l'histoire d'une particule qui a été créée il y a 1 million d'années et qui arrive ici, ou 1 milliard d'années qui arrive ici, etc. Et toutes ces histoires ont une longueur, ont une durée, pardon. Donc maintenant, j'imagine toutes les histoires possibles, il y en a un nombre absolument dément, toutes les histoires possibles que je peux imaginer dans l'univers et qui se terminent ici. Chaque histoire a une durée. Eh bien, s'il existe une valeur maximale à toutes ces durées, c'est ça que j'appelle l'âge de l'univers. Vous voyez qu'il n'y a aucune notion de temps ou de chronologie là-dedans. C'est juste une notion de durée. Et donc, ce qu'on peut démontrer, c'est que si on est dans le cadre des modèles cosmologiques qu'on appelle les modèles de Big Bang, eh bien, toutes ces histoires ont effectivement une valeur maximale qu'on va appeler âge de l'univers et qu'on va mesurer à cette fameuse valeur de 13,7 milliards d'années. Donc quand on dit l'univers est âgé de 13,7 milliards d'années, ça veut dire qu'il n'existe aucune histoire dont la durée soit supérieure. Ça ne veut rien dire d'autre, c'est la vraie définition. Donc vous voyez que cette notion d'âge de l'univers, c'est uniquement quelque chose qui est défini à partir de la notion de durée, ça ne fait intervenir aucune notion de temps. Alors, on définit autre chose qui est ce qu'on appelle le temps cosmique. Le temps cosmique, c'est exactement ça. Parce que ici, quand je mesure l'âge de l'univers à cette époque, je suis à 13,7 milliards d'années. Bon, je peux mesurer l'âge de l'univers, a priori, pour n'importe quel événement. Donc pour n'importe quel événement, je vais trouver une certaine valeur, 10 milliards d'années, 9 milliards d'années. Et ça, je vais l'appeler le temps cosmique. Ça veut dire que finalement, mon univers, mon espace-temps, j'ai inventé un système de repérage que je viens de vous définir, qui s'appelle le temps cosmique, et je peux prendre tous les événements là-dedans, dont la valeur du temps cosmique, c'est 10 milliards d'années. Je peux prendre tous les événements, et ça me définit une sorte de fonction temporelle dans l'espace-temps que j'appelle temps cosmique. Et finalement, le temps cosmique, ça ressemble à un temps. Et donc, dans tous les discours vulgarisation, on utilise ce fameux temps cosmique, et puis, on ne vous avertit pas, c'est pas la peine, c'est pas vraiment un temps, mais ça suffit à repérer tous les événements. Si vous voulez, c'est une sorte de chronologie artificielle. Pourquoi je dis artificielle? Parce que si vous mesurez la durée de quelque chose, par exemple, vous avez une étoile qui vit dans l'univers. Voilà, j'imagine une étoile qui est née ici et qui finit sa vie ici. Donc cette étoile, elle est née à une valeur 9 milliards d'années du temps cosmique. Elle meurt à 10 milliards d'années du temps cosmique. Quelle est la durée de sa vie? C'est pas 10 moins 9. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que, bien qu'on appelle ça temps cosmique, c'est pas un temps. La durée d'un phénomène, ça n'est pas la valeur du temps cosmique de la fin moins le temps cosmique du début. C'est pour ça que c'est pas un temps. Autre chose, si je prends deux événements qui ont la même valeur du temps cosmique, je me demande est-ce qu'ils sont simultanés ou non? Non. Sauf que peut-être il y a quelqu'un qui va trouver qu'ils sont simultanés, mais moi je vais trouver qu'ils ne le sont pas.
Ou bien moi je vais trouver qu'ils le sont, mais quelqu'un d'autre va trouver qu'ils ne le sont pas. Donc c'est pas parce qu'on a défini ça que ça veut définir une notion de simultanéité. Je peux dire ils ont la même date, ils ont la même valeur du temps cosmique, mais si je fais l'expérience de mesure de simultanéité, je ne vais pas forcément trouver une réponse positive. Donc attention, j'ai bien défini une sorte de fonction bien pratique pour moi, mais ça n'est pas vraiment une datation qui définit une chronologie, en tout cas une chronologie qui serait liée aux durées et à la causalité. D'accord ? Bon, une fois cette mise en garde faite, c'est quand même bien pratique parce que ça nous permet de repérer les événements entre eux. Mais je vous signale tout de suite que les cosmologues, quand on fait des calculs, on n'utilise jamais le temps cosmique. On utilise d'autres fonctions de repérage qui ne sont pas plus légitimes ni moins légitimes que le temps cosmique, mais qui sont plus pratiques pour nos calculs. Donc le temps cosmique, je dirais que c'est la plus commode quand on fait de la vulgarisation, parce que c'est celle qui se rapproche le plus de notre notion de temps intuitive, mais c'est ça sa valeur principale. Pour les calculs un peu précis et pertinents, c'est pas ça qu'on utilise, il y a d'autres notions qui sont plus intéressantes et plus pertinentes. Alors, le problème de la cosmologie, c'est de reconstituer justement toute cette histoire de l'univers. D'abord, je vous ai dit que la valeur du temps cosmique, c'était 13,7 milliards d'années. Comment on est arrivé à ce chiffre ? Eh bien, si on veut faire de la cosmologie, il faut se placer dans le cadre d'une théorie, et cette théorie, ça sera la théorie de la relativité générale, qui donc est aussi la création d'Einstein, ça date de 1915. Alors, Einstein a fait ça en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en 1905, il a compris cette disparition du temps et de la chronologie et de la simultanéité, et il a introduit une notion nouvelle, enfin c'est pas lui qui l'a introduite, c'est plutôt Minkowski et Poincaré, d'espace-temps. Et si vous voulez, c'était déjà une première révolution absolument, je dirais, qui a tout bouleversé. Je dirais c'est peut-être même l'étape la plus importante, parce que disparition du temps, introduction de l'espace-temps. Le problème de cette théorie qu'on appelle théorie de la relativité restreinte, c'est que ça ne prenait pas en compte les phénomènes gravitationnels. Or, c'était un peu l'obsession d'Einstein depuis toujours de donner un bon traitement des phénomènes gravitationnels. Donc à peine avait-il écrit sa théorie de la relativité restreinte qu'il s'est dit il faut que j'arrive à traiter aussi la gravitation. Et ça, c'était très difficile. Il lui a fallu 10 ans pour y arriver. Ça donnera la théorie de la relativité générale en 1910. Et la théorie de la relativité générale va garder les acquis de la théorie de la relativité restreinte, c'est-à-dire la disparition du temps et surtout l'introduction de l'espace-temps. Mais ce qu'elle va dire de nouveau, c'est que cet espace-temps, dans cette nouvelle théorie, il n'est plus plat. Il a maintenant une forme qu'on appelle la courbure, qu'on représente mathématiquement par un objet qui s'appelle la courbure. Donc, le passage de la relativité restreinte à générale, c'est le passage de l'espace-temps sans courbure à l'espace-temps avec courbure. L'espace-temps sans courbure, si vous voulez, c'est l'analogue à 4 dimensions d'un plan. L'espace-temps avec courbure, c'est l'analogue d'une surface, d'un drap froissé avec de la courbure dans tous les coins. Sauf que quand on regarde à l'échelle cosmologique, eh bien, on s'intéresse qu'à la courbure globale. Si par exemple, je vous demande quelle est la forme de la planète Terre, si vous voulez être rigoureux, il y a des montagnes, des collines, des vallées partout, donc c'est très compliqué à décrire. Bon, maintenant, si je vous dis quelle est la forme de la planète Terre en gros, vous allez me dire, c'est une sphère. C'est une sphère, peut-être aplatie au pôle si on veut être un peu plus précis, mais si je dis une sphère, tout le monde comprend. Ça veut dire que j'ai fait une sorte de lissage, j'ai oublié les montagnes, j'ai oublié les vallées, et donc en première approximation, c'est une sphère. Bon, c'est pareil, dans l'univers, il y a des étoiles, il y a des galaxies qui vont ici et là créer des courbures positives ou négatives par rapport à la courbure moyenne. Quand je veux faire de la cosmologie, dans un premier temps, j'oublie tout ça. Et je vais me dire, quelle est la forme globale de l'univers ? Alors ça ne peut pas être une sphère parce que c'est pas à 2 dimensions, c'est à 4 dimensions. Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand Einstein s'est posé la question, donc 2 ans après sa théorie, en 1917, il a compris que sa théorie de la relativité générale s'appliquait parfaitement à la cosmologie. Il s'est dit, quelle peut être la forme de l'espace-temps ? Et il a trouvé un premier modèle cosmologique en 1917,
qu'on a abandonné depuis, je vous dirai pourquoi, qui s'appelle le modèle d'Einstein. Mais justement, ce qu'il proposait, c'est que son modèle, que la géométrie de l'univers, ça soit finalement la généralisation de la surface de la sphère. La surface de la sphère, c'est quelque chose qui a 2 dimensions, à une dimension de plus. C'est-à-dire que son idée, c'était que l'univers, c'était non plus une sphère à 2 dimensions, mais une sphère à 3 dimensions, ce que les mathématiciens appellent la 3 sphère. C'est très très bien connu des mathématiciens, c'est un objet qui est parfaitement connu et bien défini, et que donc l'espace soit défini par une 3 sphères, et puis qui était constante dans le temps. Donc c'est une sorte d'univers cylindrique qu'il proposait. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? On peut dire que bon, l'espace-temps, vous avez bien compris que c'est à 4 dimensions, parce que d'une certaine manière, on peut se dire intuitivement, il y en a 3 pour l'espace et 1 pour le temps, même si ce n'est pas très, très rigoureux de dire ça, mais on comprend très bien. Alors, comme ici on n'est pas riche, on n'a pas de tableau à 4 dimensions, malheureusement, donc on fait des dessins à 2 dimensions, et je peux essayer de dessiner un espace-temps à 2 dimensions. Alors, si je voulais dessiner un espace-temps à 4 dimensions, il faudrait 3 dimensions pour l'espace et 1 pour le temps. Si je dessine un espace-temps à 2 dimensions, je vais en mettre 1 pour l'espace et 1 pour le temps. Et là, il se trouve que, en général, on ne peut pas faire ça, mais le modèle d'univers d'Einstein était suffisamment simple pour qu'on puisse le faire. Ce que disait Einstein, c'est que l'espace, à un moment donné, c'est une 3 sphères. Une sphère à 3 dimensions, que je ne peux pas vous dessiner, mais je vais vous la dessiner à 1 dimension, ça serait donc un cercle. Et puis à chaque instant, l'espace c'est ça. Donc ça c'est l'espace aujourd'hui, ça c'est l'espace hier, ça c'est l'espace demain, ça c'est l'espace dans 1 heure, etc. Donc finalement, l'espace-temps d'Einstein, c'est un cylindre. C'est un cylindre avec le temps qui s'écoule comme ça, et l'espace qui est comme ça. Donc ça c'est par exemple l'espace aujourd'hui. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire l'espace en relativité. Là, je suis un peu dans l'approximation, c'est pour vous donner une image. Ça, c'est l'espace demain, et ça, c'est l'espace hier, etc. Et ça va jusqu'à l'infini dans le passé. Et c'est un univers statique, parce qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'espace d'aujourd'hui, vous voyez, il est strictement identique à l'espace hier, et à l'espace demain, et à l'espace dans 10 milliards d'années. Et dans l'espace, il y a 100 milliards d'années, dans le modèle d'Einstein. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si je suis là, et puis je prends ma fusée et je pars tout droit dans une direction. Je ne vais jamais changer de direction. Ça veut dire que je vais tout droit dans l'espace, comme ça, hop. Je continue, je continue, je continue. Au bout d'un moment, j'aurais fait le tour de l'espace et je serais revenu à mon point de départ, comme sur une sphère. C'est un espace sphérique. Et ça, justement, la nouvelle géométrie des espaces courbes, qu'on appelle la géométrie riemannienne, permet ça. Si je suis sur la surface de la Terre, je m'en vais, je marche tout droit. Bon, je suppose que je peux traverser les océans, les montagnes, etc. Et bien, quand j'aurai fait, je ne sais plus combien, sur la circonférence de la Terre, 40 000 km, c'est ça, je serai exactement revenu à mon point de départ. Je serai un peu fatigué, mais il n'y a pas de problème. J'aurai fait le tour de la Terre, j'aurai parcouru la circonférence de la Terre. Là, c'est pareil. Ça ne sera pas 40 000 km, ça sera peut-être 40 milliards de kilomètres, j'en sais rien. Mais je vais tout droit et au bout d'un moment, je reviens à mon point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace qu'avait introduit Einstein, c'est un espace qui est fini, qui a une circonférence finie. On pourrait calculer son volume aussi, qui est un volume fini et qui n'a pas de frontières. Parce que si vous êtes sur la surface d'une sphère, il n'y a pas de frontières. Il y a les frontières entre États qui sont des frontières artificielles, mais vous pouvez vous balader autant que vous voulez sur la surface d'une sphère, vous n'allez jamais rencontrer le bord de la surface de la sphère. Alors, la surface de la sphère, c'est elle-même la frontière de la boule. Vous imaginez une boule, cette boule, elle a une frontière, mais justement, la frontière de la boule, c'est la surface sphérique. Et il y a un théorème en mathématiques qui dit qu'une frontière, elle-même, n'a jamais de frontière. C'est un théorème de topologie qui est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Et ce que dit Einstein, c'est que, justement, l'espace qu'il a introduit n'a pas de frontière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et intéressant en cosmologie, parce que depuis plus de 2000 ans, il y avait un débat qui traînait, est-ce que l'univers est fini ou l'univers est infini? Et le problème, c'est que l'univers infini, et bon, ça a commencé chez les Grecs avaient horreur de l'infini, donc ils disaient non, l'univers ne peut pas être infini. Ensuite, disons que l'infini a été introduit en mathématiques et en physique, mais Kepler,
a montré que dans un univers infini, il y a un paradoxe. Parce que ça veut dire l'univers, s'il est infini, on pense qu'il pourrait être peuplé uniformément d'étoiles. Et dans ce cas-là, il y aurait des étoiles dans n'importe quelle direction du ciel, il y aurait toujours une étoile un beau jour, donc cette direction serait lumineuse et le ciel nocturne serait brillant. Hein, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la nuit noire. On observe que la nuit est noire, alors que dans un univers infini et uniformément peuplé d'étoiles, la nuit devrait être brillante. On appelle ça quelquefois le paradoxe d'Olbers, mais Olbers c'est simplement un astronome amateur qui, un siècle plus tard, a réécrit ce paradoxe. En fait, il est dû à Kepler. Donc, beaucoup de mal à imaginer que l'univers soit infini. Et par ailleurs, si l'univers est fini, et si on ne connaît pas la géométrie riemannienne qui n'a été inventée qu'au XIXe siècle, fini, ça veut dire avec frontières. Et si on a un univers avec frontières, on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe si je vais jusqu'à la frontière et que je balance mon javelot à travers la frontière, où va le javelot? Ce paradoxe avait déjà été mis en évidence par les Grecs, notamment par les atomistes qui, eux, défendaient un univers infini justement pour cette raison. Mais on n'arrivait pas à sortir du paradoxe univers fini, univers infini. Et pour la première fois, Einstein sort un modèle où l'espace, l'étendue de l'espace est finie, mais où il n'y a aucune frontière. Ce qui n'était possible qu'en utilisant cette nouvelle géométrie qui s'appelle la géométrie riemannienne, qui a été introduite au XIXe siècle. Donc, début de la cosmologie relativiste, 1917, avec le modèle d'Einstein, qui est directement une application de cette théorie à la cosmologie. Et ensuite, il y a toute l'histoire de la naissance des modèles de Big Bang, que je raconterai après la pause. Merci. D'accord.